un bon verre d'amour et d'eau fraîche, alors que sévit dans le monde la guerre un peu partout. Des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe nous racontent en toute simplicité des tranches de vie en pays étrangers. Leur histoire porte l'espérance que la fraternité universelle est possible. Alors, buvons. Nous poursuivons en Haïti avec Sœur Monique Rajotte, native de Sorel. Sœur Monique, tu as eu un parcours très particulier comme missionnaire aux abricots. Je pourrais dire que ça a été une valse en 3 temps. Alors, si tu veux bien me parler de ton expérience. Oui, c'est ça. Une valse en 3 temps que je ne m'attendais pas. J'ai été demandée pour aller faire de l'enseignement, une année d'enseignement en français, parce qu'il manquait un professeur. Une année, une sœur avait pris, je pense que c'est Saint-Michel, je crois, qui avait laissé Haïti. Et puis, je suis allée pour enseigner spécifiquement le français dans 2 classes. Une classe de 3e année et une classe de 5e année. Je ne parlais pas créole. J'avais pas eu le temps parce que j'enseignais à Sorel. Fait que j'aurais eu l'été pour me préparer, mais disons que comme j'allais enseigner en français, je trouvais que c'était mieux que j'en sache pas trop. Alors, oui, j'ai été demandée. Et les classes que j'avais, une 3e année de 49 élèves et une 5e année avec 25 élèves. Bon. Inutile de vous dire que c'était très rudimentaire. Moi, je quittais une classe bien garnie en matériel didactique et quand on arrive en Haïti, on trouve que c'est pauvre, très pauvre. D'ailleurs, les abricots avaient été choisis par nos compagnes qui étaient allées parce que c'était pauvre. C'était en quelle année, toi? Moi, je suis allée en 96-17 pour mon année d'enseignement. OK. Alors, oui, j'avais 49 élèves en 3e année. C'est clair qu'il y avait du travail à faire là. Et ce que je trouvais, comme connaissant pas vraiment ce qui avait été fait en 1e, 2e année, mais on m'avait quand même dit, il faut que tu fasses telle chose, montrer Il y avait des mots de vocabulaire à apprendre, des antonymes, des synonymes, de la lecture, la copie de mots pour que les enfants apprennent ces mots-là. Alors mon travail, bon, évidemment, j'enseignais le français et je préparais beaucoup de 49 cahiers, c'est quand même beaucoup de travail les fins de semaine à écrire dans les cahiers des enfants tous les mots. Il fallait que je répète ça. Il y avait 10 mots par semaine à écrire et à apprendre. Parce que dans la semaine qui suivait, il y avait une dictée. Puis on faisait aussi des textes de compréhension. C'était des textes très simples parce que en 3e, ils commençaient à peine le français, là. Les enfants savaient écrire, mais les premières années, c'était en créole plus qu'en français, même s'il y avait des cours de français.
Alors, je me rappelle pas vraiment de tout ce que j'ai enseigné, mais particulièrement les textes, dont un dont je me souviens parce qu'il y avait beaucoup de noms d'animaux dedans. Et pour ces enfants d'Haïti qui ne connaissaient pas ces animaux-là, moi, je me disais, ça prendrait des gravures, quelque chose pour leur faire connaître. Alors, pour ce texte-là en particulier, j'avais de Mme Micheline, qui était la supérieure et la directrice de l'école à ce moment-là, de me fournir des gravures s'il y en avait. Elle a dit oui, on en a. Alors moi, j'avais trouvé des gravures des principaux animaux dont on parlait dans le texte. La girafe, l'éléphant, en tout cas des noms, des choses que les enfants ne connaissaient pas du tout. Et j'avais affiché ces textes, ces photos-là, ces gravures-là dans la classe. Tous les matins, les enfants rentraient dans la classe puis ils s'en allaient voir les gravures en arrière de la classe. C'était tout à fait mignon de les voir. Ça, c'est en particulier celui-là. Là, les autres textes, je me souviens pas, mais je sais que c'était toujours des très petits courts textes pour la référence ou des informations. Puis, en tout cas, c'était... il y avait beaucoup de travail en troisième année, mais les enfants étaient très disciplinés. Je peux pas dire que j'ai eu des problèmes de discipline. Pas du tout. Les enfants étaient... souvent, il y a des élèves qui marchaient 2 heures pour venir à l'école. Alors, mais j'ai peut-être une fois un élève s'est endormi sur son bureau, mais habituellement, les enfants étaient très disciplinés, puis j'avais pas de problème. Ce que j'avais remarqué chez eux, c'est sûr, c'était la pauvreté, là. Mais, parce que les enfants avaient souvent pas de crayon. Alors moi, avant de partir de Sorel, je m'étais fait une jupe avec une grande poche. Puis, j'avais brisé des crayons en deux pour que les enfants... Parce que des fois, je donnais une dictée, puis les enfants n'écrivaient pas. Des fois, là, ils écrivaient avec une mine. Alors moi, tranquillement, je sortais un crayon de ma poche, puis je le mettais, mais il fallait que je fasse ça très discrètement, parce que si les enfants me voyaient faire, ils me disaient, moi, pas gain crayon. Il n'y avait pas de crayon pour écrire. Alors là, mais c'était pitoyable, là. Écrire avec une mine ou colorier avec une mine. Des fois, on les faisait colorier, puis ça, j'ai eu un peu de... C'était pénible quand on sait comment nos enfants au Canada ont du matériel. Alors, quand je suis revenue d'Haïti, je ramassais avec, à la fin de l'année, des crayons et toutes sortes d'effets scolaires que les enfants ne gardaient pas. Mais ils étaient très généreux, par exemple, pour envoyer en Haïti. En 5e année, c'était... Ce que je trouvais le plus difficile, les enfants non plus, là, n'étaient pas indisciplinés. Les enfants étaient sages, c'était des enfants sages. Le programme était beaucoup, à mon avis, à moi, quand je regardais le Canada, ce qu'on enseignait au Canada, et par rapport à ce que ces enfants-là, dans un pays pauvre, et ce qu'ils recevaient à l'école, il y avait un programme très chargé, je trouvais. Difficile pour les enfants. Mais puis quand même, à la fin de l'année, j'avais su que les enfants de 5e année, 3e, je me souviens pas, mais que 5e année, la plupart des enfants avaient passé leur certificat en tout cas, leur diplôme de 5e année en français. Peut-être sauf une que je me souviens que les parents avaient envoyé comme petit monde de service à Port-au-Prince. Parce qu'elle n'avait pas le talent pour apprendre, malgré qu'elle voulait bien, la petite. Mais elle a été envoyée à Port-au-Prince pour être mon service. Ça veut dire qu'elle allait garder les enfants de familles peut-être plus riches, je ne sais pas. Mais au niveau de l'enseignement, c'est ça. Bon, c'est sûr que si je compare avec le Canada, il n'y avait pas de comparaison vraiment valable parce que c'est
complètement. C'est complètement, Complètement à l'opposé. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que au Canada, j'avais quand même une classe bien garnie, on va dire. Mais c'est pas comparable. Mais malgré tout, dans ce climat de pauvreté, on sentait chez les enfants un grand désir d'apprendre. Ah oui, l'école, c'était important pour eux. Les parents, d'ailleurs, considéraient d'une grande importance que leurs enfants apprennent. Il y a beaucoup de petites écoles là, partout, mais tu voyais des enfants partout en habits. Ils ont tous des costumes là-bas. C'était de différentes couleurs, mais il y en avait partout des enfants qui avaient... La deuxième expérience que j'ai faite en Haïti, c'est que quand j'ai eu décidé de ne pas retourner, en janvier, un de mes frères qui est décédé, alors j'ai dû revenir au Canada. Et j'ai trouvé ça très pénible de retourner, mais je suis allée finir mon année quand même. Et là, j'avais pris la décision de ne pas revenir enseigner à plein temps en Haïti. Alors, Sœur Micheline, elle me demande, elle dit, peut-être que tu pourrais venir donner des cours de français aux professeurs. Et ça m'avait souri. Et j'avais même pensé à cette possibilité-là avant qu'elle me demande. Et quand elle m'a offert ça, j'ai dit, c'est bizarre, mais nos idées se sont rencontrées parce que... Et quand je suis revenue au Canada, bien, durant mes vacances d'été, en préparant mon autre classe, j'ai préparé tout un cahier pour accompagner les professeurs pendant 2 semaines. J'avais pris ma semaine de relâche et une autre semaine. Puis on a eu le temps dans nos 2 semaines de passer au travers le cahier. Même à la fin, vers la fin, on a dû accélérer un peu, mais parce que vous comprendrez que les professeurs là-bas n'étaient souvent pas plus instruits que les élèves. C'était des professeurs qui ont été choisis parce qu'ils avaient peut-être une classe supérieure là, dans leur niveau pas de formation, parce que probablement qu'il n'y avait pas de formation de professeur, mais disons qu'il y avait besoin de cours. Oui. Ouais. C'était tous les professeurs de l'école, de la maternelle à 6e année. Alors, si je comprends bien, tu es allé pendant que ici, c'était la relâche. Oui. Alors, tu es allé pendant le temps de relâche. Toi, tu es allé en Haïti donner de la formation au professeur, c'est ça? Okay. J'ai pris la semaine de relâche plus une autre semaine. Oui, OK. Parce qu'une semaine, c'était pas suffisant. Ça a été une belle expérience aussi avec les professeurs. Ils étaient accueillants, ils étaient... Et en même temps, j'avais le souci à travers ce travail-là de leur... Pas de leur montrer comment moi j'enseignais ou quoi que ce soit, mais qu'ils prennent quand même une certaine méthode de travail. Alors, c'était mon but, mais j'étais très heureuse de faire cette expérience-là. La troisième fois où je suis allée, que je ne m'attendais vraiment pas du tout, là, c'est que nos sœurs, ils sont restés 2 à la mission pour de septembre à décembre. Sœur Micheline était à Chicoutimi aux études, puis elle ne se sentait pas prête de revenir. Alors, il y avait besoin de quelqu'un pour le groupe communautaire et pour compléter le travail un peu de Sœur Marguerite, qui était la directrice d'école, et qui s'occupait particulièrement des élèves de 5e et 6e année. Elle allait donner des cours de mathématiques. Alors, elle m'avait confié. Je suis allée pour, on va dire un mot, là, comme une assistante pédagogique. Alors, j'étais là pour voir le fonctionnement des professeurs, de les assister dans leur travail. Et à travers ça, je me suis occupée d'un petit garçon de maternelle qui avait beaucoup de difficultés à apprendre. C'était un petit garçon qui avait 6 doigts à chaque main. 6 doigts, il faut le dire vite parce que c'était un petit moignon qui était poussé, en tout cas.
Puis ce petit garçon-là, je l'ai pris pour... il avait beaucoup, beaucoup de difficultés. Je l'ai pris pour lui montrer à écrire. Il réussissait pas à comprendre la façon d'écrire. Alors, lui, je le prenais toute seule. Je sortais de la classe, puis je lui ai donné des cours. Même, je formais ses lettres dans son dos. J'écrivais dans son dos pour qu'il sente. Puis ensuite, ben, au tableau, j'écrivais les lettres en pointillés pour qu'il suive dessus. Ensuite, ben là, je lui faisais écrire des... C'était un petit garçon bien, bien attachant. Il voulait tellement, mais avec le groupe, il n'était pas capable. Et en plus, avec Sœur Anita, on organisait une fête pour les anniversaires du mois avec les enfants. Oui. Sœur Anita était très ingénieuse dans ses façons en tout cas, de préparer de la nourriture et des récompenses pour les enfants. Alors là, on leur préparait du lait à la vanille. C'était du lait en poudre, on ajoutait de la vanille. Les enfants adoraient ça, puis elle leur faisait des biscuits. Alors, tous les enfants étaient rassemblés, on leur chantait bonne fête, puis on leur passait cette petite collation-là. C'était très agréable pour les enfants. Alors, durant cette année-là, pas ces années-là, je suis allée 3 mois cette fois-là. Je me suis occupée du niveau pédagogique de maternelle à 4e année pour aider à Sœur Marguerite, qui, elle était quand même directrice de l'école. Alors, elle avait pris la 5e et 6e année. Et moi, bien, je voyais un peu. Et j'avais mis à la dactylo ou à l'ordinateur, je me souviens pas, tous les examens qui étaient encore écrits à la main depuis la Fondation. Alors, pour que ce soit plus facile de photocopier, on allait chez M. de Verteuil on appelle ça en haut, mais c'était sur la falaise, oui, pour photocopier. Alors, j'avais tout mis ça en noir pour que ce soit très facile parce qu'on faisait encore des stencils bleus, Bon. Alors, ces 3 mois-là m'ont vraiment... J'ai vraiment goûté la mission à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est le fait que c'était pas long, puis que je revenais dans ma classe au Canada avant la fin de l'année. Je suis partie au début janvier, je suis revenue à la fin de mars. Et j'ai beaucoup apprécié ce temps de... Puis c'est bizarre à dire, mais je n'avais pas suivi de cours de créole, mais quand j'ai enseigné aux professeurs, on aurait dit que le créole, il y avait plein de mots qui me revenaient. Puis dans l'autre année aussi, là. Puis une expérience que j'ai fait aussi avec les enfants, on allait se baigner à la mer, on était à peine, mettons, 2 minutes de la mer. J'avais demandé aux enfants de se coucher dans le sable parce que les enfants ne se baignaient pas. Et c'était rare que les enfants venaient se baigner, mais nous, on allait presque à tous les jours se baigner. Alors, ils ont commencé petit à petit. Et en venant au bord de la mer, je leur demandais de se coucher dans le sable. Et là, je dessinais leur silhouette. Les enfants trouvaient ça bien comique de voir leur corps étendu dans le sable. On était proches des enfants. Les enfants étaient beaucoup. Puis on sentait qu'ils nous appréciaient beaucoup aussi. Ce que j'ai déploré de mon expérience, c'est qu'on n'allait pas dans le village visiter très peu. On allait très peu visiter les gens dans le village. Ça, j'aurais aimé faire cette expérience-là. Mais disons que ça se faisait pas. Ça n'a pas fait partie de ton expérience. Non. Je sais que Sœur Agathe est allée, elle, passer quelque temps, puis elle allait dans les familles. Mais elle n'était pas toute seule, là. Elle allait avec Pierrette. Ah oui, Pierrette. Oui, c'était à l'ensemble. Non, moi, très, très peu. Alors, c'est ça ton expérience.
J'ai trouvé cette expérience-là quand même, ça nous apprend beaucoup au niveau de la résilience du peuple, dans la souffrance, comment ces gens-là sont résilients. Et leur foi. Ça m'a frappé, puis ça m'émouvait à chaque fois de les entendre chanter Notre-Dame du Perpétuel Secours, priez pour nous. Ils chantaient ça avec cœur, puis on sait la grande pauvreté qu'il y avait aux abricots, puis comment la foi de ces gens-là était étonnante. Ouais. Puis ça nous apprend la débrouillardise, qu'avec rien, on peut quand même faire beaucoup. Ces gens-là nous apprennent. Oui. Alors, merci beaucoup, Sœur Monique. C'est très intéressant. Merci en pile. Oui, merci en pile. Ça, oui. Aujourd'hui, nous nous envolons vers Haïti avec Sœur Michèle Gill, native de Saint-Joseph de Sorel. Alors, Sœur Michèle, si tu veux d'abord un peu nous présenter Haïti et les abricots, le chemin qu'il faut pour relier les deux. Quand on est arrivé en Haïti, on est arrivé à Port-au-Prince, qui est la capitale, juste dans l'angle. Et en suivant la ligne rouge, là, on traverse les montagnes et on revient, on passe à Jérémie, Bonbon, et on arrive à notre destination, les abricots. Ça prenait combien de temps? Ça prenait 14 heures de route en Jeep. Ouais. La première fois, c'est impressionnant quand on le fait. Absolument. Et voudrais-tu bien me dire comment ça se fait que les Sœurs de Saint-Joseph, on est allé aux abricots en 90, là? Les abricots, là, vous voyez comment c'est reculé, là, c'est très loin dans l'île. Il y avait eu des filles de la sagesse qui étaient là, jusqu'en 1920. Puis il y a une sœur qui est décédée, en tout cas, puis ils ont été obligés de quitter. Et depuis ce temps-là, il n'y avait plus de religieuses aux abricots. Et c'est Monseigneur Willy Romélus, qui est l'évêque de Jérémie, qui est venu à Saint-Hyacinthe pour demander à notre supérieure générale du temps, qui était Sœur Thérèse Desmarais, lui demander si c'était possible d'avoir des sœurs. Puis je pense que sa première réponse n'était pas très, très encourageante. Elle pensait pas que ça prendrait beaucoup, puis elle n'avait pas beaucoup de sujets pour cette mission-là. Mais elle a dit, on va réfléchir. Elle n'a pas dit un nom tout de suite. Et quand elle a décidé de l'annoncer à la communauté, de proposer ce projet-là à la communauté, c'était un éveil extraordinaire dans la communauté. Puis il y a plusieurs personnes qui sont allées donner leur nom. Moi, la première, là, j'avais jamais pensé d'aller en mission. Jamais, 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 jamais. Puis c'est comme s'ils me l'avaient demandé personnellement. Ah, oui. Quand ils ont fait ce projet-là. L'école était toute bâtie depuis 12 ans aux abricots par un organisme allemand, Adveniat. Et la bâtisse était vide. Ça servait pour toutes sortes de choses à l'occasion, là, mais c'était pas une école. C'était fait pour être une école, mais... OK. Alors, il a été assez convaincant, Monseigneur Romélus, j'ai l'impression. Alors, c'est comme ça qu'on a donné notre nom pour aller en Haïti, là. Et le groupe des religieuses du début, c'était qui? C'était Sœur Janine Couture, Sœur Anita, Sœur Marguerite Larocque, Sœur Reine Gosselin, Sœur Micheline Savoie et moi-même, Michèle Gill. Oui, OK. Puis, toi, ton rôle particulier, c'était quoi dans cette équipe-là? Dans cette équipe-là, on avait comme parce qu'on était 6, on avait un petit conseil. Alors, j'étais la deuxième conseillère. Il y avait Janine qui était la responsable, Janine Couture, Marguerite Larocque qui était l'assistante, et moi, j'étais la troisième conseillère, la trésorière. Oh oui, bon!
Puis ton travail dans l'école? Dans l'école, quand on est parti, j'étais la directrice. J'étais pour être la directrice. Là. Il s'agissait d'ouvrir de préparer l'école Oui. et de l'ouvrir. On avait une année pour le faire. Ah. On est arrivé en décembre 90 aux Abricots. Oui. Puis on a ouvert l'école à la fin de septembre, là, au début octobre OK. de l'année suivante, en 91. Oui, oui, oui. Mais c'était tellement spécial, là. On a ouvert l'école une semaine. Le coup d'État est arrivé. Oh. Aristide qui était renversé, là. Puis nous autres, on l'a su, là. On a fait l'école une semaine de temps. Puis on savait même pas qu'il y avait ça, là, aux Abricots. Les nouvelles, ça prenait du temps à arriver, hein. Fait qu'on ne savait même pas. Un bon coup, Aristide, des faits, les gens couraient dans la rue. On a appris ça au bout d'une semaine et plus après le coup d'État. Yeah. Là, on a fermé l'école. Vous avez fermé l'école. Êtes-vous resté sur place? Êtes-vous On retourné? n'a pas resté longtemps sur place. Nous autres, on était nouvellement arrivés. Là. On n'avait pas une grande expérience missionnaire. Puis la plupart des missionnaires ont quitté le pays. Là. Ah oui. C'était comme pour que ça soit que ça parle fort. La plupart des communautés ont retiré leurs membres. Il y en a quelques-uns qui sont restés, mais la plupart, on est retourné dans notre pays. Nous autres, on est partis à la fin d'octobre pour s'en aller, pour retourner à Saint-Hyacinthe. Puis on est retourné là au mois de juin suivant. Wow! C'était long, hein? Ça commençait mal, hein? Ah oui. Ah oui, ça commençait durement. Oui. Uh-huh. Puis là, quand on est retourné, ça, Janine Couture, elle n'y était plus, là. OK. Elle était maintenant supérieure générale. Ah oui, oui, oui. Alors, vous êtes retourné, puis il y en avait une en moins. Il y en avait une en moins. Il me semble qu'on était juste 4 quand on est retourné, hein? Reine Gosselin n'est pas revenue. Ah, Reine Gosselin non plus. Reine Gosselin n'est OK. pas revenue. On était 4. OK, OK. Là, j'étais la responsable du groupe à ce moment-là. Oui. Puis j'ai cédé la direction de l'école à Micheline Savoie. Ah, oui, oui. On travaillait toutes les deux à l'école là, après. Oui, 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 oui. En réalité, on n'avait pas fait grand-chose. On avait été une semaine à peu près. Puis toutes les autres écoles d'Haïti étaient fermées. On ne savait même pas. C'est ça, les nouvelles, ça prenait Ça du prenait temps à du se temps à rendre avoir là, des hein? nouvelles, oui. C'est vraiment loin. Mm. Et puis, toi, tu es resté en Haïti combien de temps? 6 ans, 6 ans. de 90 à 96. OK. Puis là, tu as travaillé toujours à l'école. Toujours à l'école, oui. Vous aviez D'abord, on a commencé par faire des meubles. Il n'y avait même pas de meubles. Là. On a monté les classes. Ouais. Puis on a eu des très bonnes conseillères, les sœurs du Bon Pasteur. Ah oui. Parce que nous autres, là, moi d'abord, j'avais toujours enseigné au secondaire, fait que j'avais pas trop d'expérience dans une école primaire. Puis on pensait, nous autres, d'ouvrir les 6 classes, là, de maternelle à 6e année. Et on dit, faites pas ça. Commencez vos élèves vous autres-mêmes. Alors, ouvrez une maternelle, puis une première année seulement. Ensuite, vous montrez avec vos élèves, à chaque année, vous augmenterez le nombre de classes. C'est ce qu'on a fait. Oui. Parce qu'elle dit, la plupart, ils vont vous arriver, puis ils savent rien, là. Puis Puis il fallait trouver des ils vont professeurs. être en 6e année, puis ils vont être en 5e année, puis ils vont être en Ouais, 4e année, ouais. puis il fallait trouver des professeurs. Elle dit. Fait qu'on on a vraiment respecté ça, puis c'était bien. Oui. On avait une quarantaine d'élèves en maternelle. Oui. Oui. Puis là, on a refusé, là, ça ne pouvait plus. Fait que là, les gens disaient, il y a encore de la place, qu'ils ne comprenaient pas qu'on refusait des élèves. Après ça, on prend la première année, on était presque 40, là, on a dit pour une première année, là, c'est assez, hein. Non, là, il fallait apprendre plus en trois. On a pris 40 en première année là, pour partir. Là, puis Oui. l'année suivante, ça a fait une 2e année, mais plusieurs qui n'ont pas été capables de passer en 2e année là, sur les 40. Là. Oui. Fait qu'ils ont repris leur première année. Oui, oui, oui. Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais allée visiter, là. Mm-hmm. Comment je voyais les enfants s'en venir à l'école, puis il y avait un petit bâton. Je me demandais
Comment ça se fait que les enfants, ils s'en viennent avec des petits bâtons? Parle-moi donc de ça. Oh. C'est parce que ouais, il y avait la cantine scolaire et on leur servait un repas. C'est un organisme américain qui fournissait les aliments. Là, c'était pas du blé, Du blé. Du blé du blé, et des pois. des pois, puis L'huile. de l'huile. Là. Ils fournissaient les ingrédients, puis on leur faisait un bon repas. Là. On engageait des dames pour faire ce repas-là pour tous les enfants. Puis les autres, les enfants, leur passe, c'est d'apporter le bois pour faire le feu. Ah, voilà, oui. Puis là, C'était comme un feu de camp. c'était comme un feu de camp. Puis là, les gens, là, ils disaient ça, c'est une école UP, l'école des Salles. Ils n'étaient pas contents que les enfants apportent des Ah, bois. non? Les autres faisaient ça, les autres, les Oui. petites écoles qui Oui. existaient déjà, mais nous autres, là, ça n'avait pas de bon sens que les enfants apportent ça. Fait qu'on a dit, on est une école comme tout le monde, puis c'est très bien que les enfants se trouvent un morceau de bois puis qu'ils l'apportent à l'école le matin, là, c'est... Oui, puis ils devaient être fiers de C'est faire ça. les petites parts C'est quand ça. même. Puis là, il y a des parents qui s'offraient pour venir porter du bois pour Ah, pas bon. que leur enfant ait besoin de transporter un bois, Ah, une branche à chaque Ils une faisaient branche. ça en fin de semaine. Ouais. Ils allaient chercher leur bois pour la semaine. ouais, Et, ils gardaient ça caché en la maison. ouais. Puis ils emportaient un bois tous les jours. Les enfants, il y en a qui, ça leur prenait du temps pour venir à l'école? Oui, il y en a qui étaient très loin. Il y en a qui traversaient la rivière, même il y avait une rivière aux abricots. Là. Oui. Puis il fallait qu'ils traversent la rivière, elle n'était pas creuse, là, mais ça fait rien. Il arrivait, il y en a que ça lui prenait presque 1 heure sans venir à l'école le matin. Ouais. Une fois, j'avais repris une petite fille, elle arrivait toujours en retard, puis là, j'étais tannée, je faisais bien des fois, je lui disais, là, il faut que tu arrives à l'heure demain. Fait qu'un matin, elle arrive, elle avait de l'eau qui lui coulait sur les joues. Elle dit, t'es allée chercher de l'eau. Elle avait transporté de l'eau avant de s'en venir pour ses parents, sa mère, là. Fait que c'est pour ça qu'elle était en retard. Ouais. Puis elle restait loin, 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 j'étais pas capable de retourner chez elle. Là. Non, je Ils n'ont pas d'heure à part de ça. Mhm. Il n'y avait pas d'heure, eux autres, là. C'est le soleil qui... Ouais. Le soleil puis le coucher. Ouais, c'est le soleil qui dit l'heure. Et, oui, Ouais. puis quand on changeait d'heure, c'était toute une histoire. Ah oui? Ben oui, le soleil, c'était pas pareil, là. Oui. On a changé, mais ça n'a pas continué. Ah. Non, vous avez décidé de ne pas changer l'heure, hein? Mm. Bon, oui. Puis, parle-moi de ton adaptation là-bas. Tu sais, t'as une minorité blanche. Ouais. Au plan Là où de ça tout. paraissait le plus, là, c'était dans l'église. Et quand on allait à la messe, là, surtout le dimanche, où il y avait plus de monde, la semaine, il y avait moins de monde, on était juste les 6 petites blanches là, dans l'église. Là, c'était noir. Là, ça faisait drôle, c'était impressionnant. Mais il n'y avait pas de lumière. Non, en plus. Puis une fois, j'arrête pour parler avec une dame qui avait un bébé dans ses bras. Ça faisait pas bien longtemps qu'on était arrivés. Le petit me regardait comme ça. Il se met à pleurer, la tête dans l'épaule de sa mère. Elle dit, j'avais vu une blanche. Il me s'est demandé qu'est-ce que c'était ça. Il avait peur, pauvre petit. Le petit, il avait peur. Il y a même un vieillard. Ouais. Il y a même un vieillard qui était venu pour se faire soigner. Et puis, quand il est arrivé, Sœur Marguerite a ouvert la porte, puis il souhaitait la bienvenue. Il l'a regardé, il est tourné en courant, puis il courait assez vite, ils n'ont pas pu rien faire avec. Puis le petit voisin qui faisait nos commissions, il l'a vu, il est allé pour aller chercher, il dit non, c'est blanc, c'est blanc. Puis ça finissait là. Mais il a fini par le gagner, puis qui est revenu après coup avec notre petit commissionnaire qui venait toujours faire nos commissions. Et puis là, il a accepté. Puis il s'est fait soigner. Alors, comme quoi, c'est cette différence Oh oui, ça importante, paraissait. c'est de part et d'autre qu'il y a une adaptation. Quand on est minoritaire aussi, on est l'exception. Et que ça prend le temps de s'apprivoiser. Puis, il y a une sœur grise de Charité de Saint-Hyacinthe, là, une haïtienne, par exemple, qui nous avait donné des petits conseils avant de partir. Tu sais. Elle dit, il va falloir que vous appreniez à découvrir
les pauvres parmi les pauvres. Elle dit, vous allez toutes les trouver pauvres, là. Vous allez dire, ils sont tous pauvres, ils ont rien, puis... Mais elle dit, il va falloir que vous appreniez à découvrir les pauvres parmi les pauvres, pour les personnes qui vont avoir plus besoin d'aide, là, puis d'assistance. Le petit costume pour venir à l'école. Il y avait un costume à l'école, une belle petite blouse carottée rose. Avec les petits garçons, il y avait un Bermuda bleu marin, puis les petites filles, il y avait un petit jupe bleu marin. Il était assez beau là-dedans. Là. Oh. Ils s'en venaient à l'école en courant. Les autres, ils aimaient ça venir à l'école, c'était pas une punition. Non, hein? Oh non. Puis ça venait avec les souliers dans les mains, ils mettaient les souliers jusqu'à qu'ils arrivaient à l'école. OK. Parce qu'ils allaient les user prématurément, eux autres, là. C'est ça. Ils sont habitués de marcher du pied. Oui. Puis aussi, je pense qu'il faisait que... Il y avait une chanson ou quoi par rapport à... Le salut au drapeau. Ah, c'est ça, le l'hymne national, drapeau, hein? Puis le salut au drapeau. On avait un beau drapeau d'Haïti. Nous autres, notre maison était à une très belle école. Hein? Une belle bâtisse blanche, là, avec des décorations brunes. Les portes étaient brunes. Puis ça paraissait tellement bien dans le village. Ça avait de l'air quasiment d'un hôtel. Ça pour un hôtel. Un vrai hôtel. C'était très belle l'école. Il est arrivé un couple des gens, des Américains. Ils s'en venaient parce qu'ils pensaient que c'était un hôtel. Un dimanche, ils sont arrivés. Et puis, on a fini par jaser avec eux autres. Et puis, on avait envoyé du papier pour faire écrire les enfants. Parce que vous aviez dit, on n'a pas grand-chose. Il dit, je vais vous envoyer des caisses de papier. Il dit, nous autres, des gens qui travaillent dans des bureaux. Puis il dit, bien des fois, il dit, on ne sert pas toutes. Puis il dit, ils sont encore propres. Puis il nous en avait envoyé. Puis toi, tu me dis, arrange-toi donc pour mettre 2-3 papiers ensemble. Alors j'avais une vieille machine à pédale. Et puis je mettais du fil. Puis je passais les feuilles comme ça, 4-5 à la fois, autant comme il en voulait. Là. Et puis elle leur donnait ça comme cahier pour écrire. On avait fait des petites ardoises aussi, avec des craies là, pour les petits, pour leur apprendre à écrire au début. J'avais fait des lettres, des modèles de lettres sur les ardoises. C'était la méthode, le forain Ouimet, là, comme on avait nous autres quand on était jeunes ici. Là. Mais c'était en créole. On commençait par apprendre quelques lettres, après ça, marier 2 lettres, là, une voyelle puis une consonne. Puis c'est comme ça qu'ils apprenaient à lire. Mais qui enseignait en créole? Tu enseignais? Oui. Ah oui. On avait eu un petit peu de créole avant de partir à Montréal. On est allé quelquefois à des cours. C'est une Haïtienne qui nous donnait nos cours de créole. Alors, on n'était pas pire quand on est parti. Puis, mais quand tu arrives là, nous autres, on pensait qu'on était bonnes en créole, là, mais on ne comprenait pas grand-chose parce qu'eux autres, là, souvent, ils n'ont pas de dents, ils font des abréviations. En tout cas, on avait de la misère à comprendre. Puis, par contre, le curé, lui, là, on comprenait tout ce qu'il disait dans son homélie, on comprenait tout, on était capable de lire. Mais quand les gens parlaient, on avait de la misère à comprendre. Mais on finissait tant qu'on... C'était pas clair, on posait des questions, on venait à bout de se comprendre. Il était toujours là. On avait un bel accueil. Oh. On se perdait parmi le monde qui était là. Il y avait sûrement là, plusieurs centaines de personnes qui nous attendaient quand même les voisins de l'autre maison. Puis il y a un vieillard qui a dit « Je peux mourir en paix, j'ai vu les sœurs aux abricots. » Wow! Oh oui, ça m'avait assez impressionné, ça. Ça faisait longtemps que les gens désiraient qu'on ouvre cette école-là, qui était vide, là, cette belle bâtisse-là, elle était vide. C'était une bénédiction. Oui. Puis dans le temps où les sœurs, les filles de la sagesse étaient là, ça parlait pas mal français aux abricots. Ah oui, OK. Mais là, ils avaient perdu leur français, là. C'était vraiment le créole. Oui. Je vais prendre un petit moment avec Sœur Anita. Sœur Anita Leclerc est de Saint-Théodore d'Acton. Alors, petit village. Oui, petit village, non loin d'ici. Et Sœur Anita, que c'est-il
passé pour toi avant ton départ, où tu étais? Bon, comment ça s'est passé, toi, pour que tu Moi, viennes au Brésil? c'était toute une surprise. Oui. J'ai pas donné mon nom à nulle part pour aller à Haïti. Non. Mais quand les deux sœurs sont arrivées d'Haïti, j'ai rencontré une d'ancienne de l'Ouest. Puis j'ai dit, parle-moi nom de ta mission que tu viens d'aller voir. Oh, elle dit, c'est beau paysage, c'est beau. Mais j'ai la deuxième question. J'ai dit, as-tu des maringouins? Oh, elle dit beaucoup. J'ai dit, oh, laisse donc faire. J'ai dit, toi, tu vas-tu y aller un jour? Ah ben, elle a dit, j'aimerais ça. Elle était dans le conseil général. Elle a dit, j'aimerais ça, peut-être. Ben, j'ai dit, on s'en parlera dans ce temps-là. Mais ça n'a pas resté là. Alors, à un moment donné, je travaillais à l'école. J'étais réceptionniste. Je reçois un téléphone de la maison mère, une soeur du conseil général. Elle dit, on a fait un montage, elle dit, sur la mission d'Haïti. Elle dit, serais-tu intéressé de venir voir ça? J'ai dit, Haïti? Ben, elle dit oui. Elle dit, on ne te force pas, mais elle dit, on aimerait ça que tu viennes. Puis elle me donne une date. Ben, j'ai dit, je sais pas, moi j'ai un calendrier. Des fois, je travaille le soir, des fois, 2 jours. Parce que des fois, j'allais regarder l'étude, d'autres fois, ouais. J'avais toutes sortes de choses à faire. Moi, j'ai toujours été à 3-4 choses. Oui. En même temps. Occupée. Ouais. Alors, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, t'as oublié? Oh, mon Dieu! Oh, ben, j'ai dit, dis, on m'a t'en donné une date, là. J'arrive là, je pensais de rencontrer les autres qui avaient donné leur nom. Ouais, ouais. J'ai dois avoir une idée qui vient. J'étais toute seule, j'entendais, j'étais assis. D'un coup, je vois arriver un du conseil, un autre du conseil. Ah, ben, ça commence à prendre vie. Puis tout est installé pour regarder cette petite division-là depuis. J'avais hâte que ça finisse, moi j'ai dit que d'autres. D'un coup, il arrive les bon, il commence. Puis là, moi je regarde la sauce, tout baissé, puis je regarde la sauce. Après, c'est fini, ils ont dit, puis qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben j'ai dit, il y a de la vie. J'ai pu penser au maringouin. Oublié. J'ai dit, ah, il y a de la vie. J'ai dit, ah ouais, d'ouvrage là. Hein. Et j'ai pas laissé plus que ça. À un moment donné, je reçois un téléphone encore après la réception. Bien là, ils ont dit, ça t'intéresserait-tu, Haïti? Moi, en travers ça, je suis revenu de l'Ouest. Puis j'ai dit, mon père, il disait toujours, t'as passé ta vie en dehors. T'arrives ici, et il dit, puis là, en voulant dire, on va pouvoir en jouer un peu. Ben là, j'ai dit, pendant ma mère venait de mourir, ça faisait une couple d'années, puis il s'ennuyait. Là, j'ai laissé là-bas pour venir au Québec. Mais là, quand ils m'ont parlé de ça au début, mon père était encore vivant. Ah oui. Ah. Oui, j'ai dit, je sais pas, là, on va y penser. À un moment donné, mon père meurt. Puis moi, j'avais dit, dans ma vie, parce qu'une mission où je suis allée au Manitoba, j'ai fait de la diphtérie, puis j'ai failli mourir de ça. J'ai été hospitalisée, puis ça a pris du temps. Puis dans mon dévouement de mission, j'ai dit au Seigneur, si tu as encore besoin de moi, viens, laisse-moi vivre. Sinon, ben là, je suis prête. 5 minutes après, j'ai commencé à prendre vie. J'ai été boire un liquide qu'il m'avait donné. J'ai dit, au lieu de prendre la veille de l'eau, je vais mourir pareil. Là. Je ne le prends plus. Bien, ça m'a fait cracher. Qu'est-ce qui m'étouffait? Puis là, ça me revenait toutes ces affaires-là, de moi. Là. J'ai dit, ah ben, gardons ça, papa vient de mourir. La mission arrive. Puis j'ai fait une promesse. J'ai dit, ouais. J'ai dit, je vais y penser. En tout cas, finalement, ben, j'ai dit à la supérieure qui s'en venait, j'ai dit, je pense que je vais essayer ça. Tout de suite, elle a été dire ça au conseil. Ça n'a pas pris le temps, mon nom est à sa liste. Puis là, il fallait ramasser toutes sortes de choses, préparer toutes sortes d'affaires. Moi, je m'en allais là, parce que l'évêque nous avait dit, oh, vous faites bien des affaires à faire là-bas, là. Les gens vont être assez contents. Et j'ai dit, moi, je peux-tu faire de la couture? Oh, ben oui. Il dit, si c'est que ça. J'ai dit, moi, j'aimerais ça. J'avais laissé la cuisine à cause de ma santé dans l'Ouest canadien.
Et puis moi, je ne pensais plus à ça. Arrive là, la prochaine chose en rentrant dans la maison, la supérieure, elle dit, c'est vous qui êtes cuisinière. Ouf! Je la regarde. C'est quoi? Ben, elle dit, c'est pas Hélène Gosselin, elle dit, avec son gros gars, elle avait fait du cancer. Elle dit, il faut que ça soit bon. Puis avant de partir, j'avais demandé à une qui avait été missionnaire. Hey, j'ai dit, toi, là, dis-moi non, là, qu'est-ce que c'est qu'il faut? Qui est bien important quand on arrive dans une mission. Elle dit des galons de plastique puis des chaudières en plastique. Oh, ben, m'en va aller en parler avec l'économe. Arrive là, elle dit, on a des étagères de stock comme ça. Elle dit, je suis bien contente, elle dit. Puis là, la supérieure, là, tout le monde commençait à en parler. Là. La supérieure a dit, il y a une mission que je fais, là. Elle dit, on pourrait peut-être se servir de ce stock-là pour monter notre mission. Oh, ben, c'est bien correct. J'ai tout préparé ça. Puis là, dans le dépôt où est-ce qu'on mettait les affaires, il y avait de la nourriture, comme de la farine, du riz. Elle dit, emporte pas ça vite, tes affaires-là. Elle dit, remplis-moi ça. Elle dit, quand vous allez arriver là-bas, elle dit, vous allez. Puis j'ai même pas pensé que ça serait moi qui s'en servir. M'en allais à la mission. Quand le Seigneur veut quelque chose, là, hein, puis, comment le gars s'en mêle? Il n'y a rien à faire. Là, je vous le dis en toute sincérité. Je voulais pas y aller pour les maringouins. Avant ça, je voulais pas y aller parce que mon père vivait. Mon père est mort. Ça m'a dit, ben là, hey, ouvre tes yeux, là. Alors voilà. Puis j'avais fait une promesse. Ça, c'était une troisième chose. Et puis là, j'ai oublié maringouins. Ouais. Puis là, j'ai dit, même si je préparais ça, je ne le préparais pas pour moi. Là, là je disais, là, ben là, j'avais été dans les magasins, puis ça va avoir du fil, puis du linge, puis toutes sortes d'affaires. J'avais toute une grosse boîte pour commencer à faire de la couture. Puis j'avais 2 machines à coudre à pédale que j'avais quêtées. Moi, là, j'étais bien contente de ça. Là. Je m'en allais à la mission avec ça. Je rentre dans la maison, tu n'avais pas 2 pots de fête, ta cuisinière, on n'avait rien. Il n'y avait même pas d'évier. Ça leur a pris une journée à 2 à laver les fenêtres, dans la cuisine, qui était supposée d'être cuisine. Tu peux oublier comment on était à dire. On démêlait du ciment en même temps qu'on démêlait le pain. Ben oui. Ouais. Puis tout est fait quand on arrive dans une mission, là, les enfants, là, il y en avait toujours un groupe assis sur le bord de nous autres, là-bas, il y a beaucoup de ciment. Hein. Ouais. Il y avait des gens, là, les enfants venaient s'asseoir là pour venir nous voir. Mais nous, moi, je t'apportais à leur parler anglais. Puis c'est pas mieux. Ils connaissaient pas moins l'anglais. Alors, j'ai pris mon livre, j'avais en créole, j'avais emporté. C'était marqué anglais créole. Alors, ben là, quand j'avais une minute de libre, j'allais lire les affaires. Pour être capable de prendre. Puis il fallait que je suis le moment de la nourriture. Il n'y avait rien dans la mission. Rien. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. Il fallait que je fasse 3000 dans pleine montagne. Il y avait des petits marchands, là, puis ils vendaient des petites choses pour tâcher d'avoir quelque chose pour manger. Ouais. Même l'eau, il fallait la faire bouillir. Ouais. Là, je commence à être serré. Mais j'avais la santé. Je ne sais pas où je l'ai pris. En tout cas. Puis il fallait que je pense à eux autres aussi, leur donner de quoi manger. Ben oui, il n'y avait rien. T'en avais à donner à manger. Mais il fallait que je fasse une manger canadienne avec toutes des affaires haïtiennes. Parce que les autres n'auraient pas mangé, là. Quand on est entré dans la bâtisse, là, la première fois, là, on a resté deux semaines à Jérémie à peu près parce que la route était impraticable entre Jérémie et les Abricots. Ouais. Puis là, ce dimanche-là, il y a un frère Maurice qui dit « Je vais y aller avec vous autres. » Il dit des fois, on arrive dans la cour, le curé sort pour venir débarrer la porte. Il dit, il y a un petit problème. Il rouvre la porte, il y avait un gros baril dans le corridor. Un gros baril, puis plein d'eau, là, puis ça coulait à terre. Il y en avait partout à terre, de l'eau partout. Un petit problème. Fait que là, nous autres, ce problème, on voulait s'en retourner chez nous. Fait que là, le frère était avec nous autres.
Il a tout regardé ça, il a pris des mesures. Il dit, c'était tout en ciment. Il dit, on peut pas défaire ça comme ça. Il dit, on va faire courir des tuyaux par-dessus, puis on va changer toute la circulation de l'eau. Oh! L'eau puis les Une chance qu'il était là, parce que je pense qu'on n'aurait pas eu le courage de rester. Qu'est-ce qui était le pire, c'est qu'on avait une douche. Et puis avec toutes ces affaires-là d'eau puis de déchets, elle était bouchée, la douche. Ah, ouais. On arrivait pour prendre notre douche, puis l'eau coulait pas. Non. Il fallait envoyer ça avec Quelle belle. une pelle, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on On avait belle. Puis chacune passait, puis elle disait, ben là, je viens de finir, faire couler l'eau. Mais moi, un jour, moi, j'étais bien aventurière. J'ai dit, il doit y avoir moyen de déboucher ça, cette affaire-là. J'ai dit, on n'arrive pas à se laver, puis ça coulait gros comme ça. Là. Ah, ouais. Alors, à un moment donné, les enfants étaient toujours rendus en arrière parce qu'ils me voyaient souvent. J'ai dit au petit gars, là, dans mes bras, qu'on allait. Puis il est allé chercher quelque chose. Puis j'ai passé ça dans le tuyau. C'était tout ciel ouvert, les tuyaux. Alors, tout d'un coup, ça sort, ça coulait. Hey, j'ai rendu au soir, j'ai dit, on va pouvoir aller prendre notre douche, ça ne prendra pas 2 heures. J'avais débouché. Mais oui, quand on entendait balayer, on disait, ben là, elle a fini. Fait que là, c'était l'autre qui s'en allait prendre sa douche. On a eu des aventures, le même, là, un après l'autre. Je pourrais vous en compter jusqu'à vie. Bien, ça a été des commencements vraiment oui. difficiles parce que c'était rudimentaire, là, puis toute l'organisation. Hein. Mais on a du pep. Oui. Pareil, Ben hein, oui. on a du pep pour faire ça. Eux autres, là, ils n'avaient pas prévu ça, là. C'est comme l'affaire d'Évangile, ça, là. Ils n'avaient pas prévu d'apporter des affaires faire du ménage. Ils sont venus quitter des chaudières en plastique dans la cuisine, qui était supposée d'être cuisine. Hey, on a besoin de ça, il faut mettre de l'eau pour laver les vitres ici, ça. La Hey, j'ai dit, moi, j'ai t'as plein de ciment d'un j'ai emporté ce que je pouvais emporter pour la cuisine. Il a fallu que je débarrasse des choses pour leur donner une coupe de chaudière pour qu'ils puissent faire du ménage. Alors, ça a été toute une organisation. Oh. Oh, ça a pris l'année pour se préparer Ah, pour oui. ouvrir l'école. Hein? Oui, je comprends. Oui. Voilà, on a eu des affaires. Tout faire les bureaux, puis... Puis, Il n'y avait même pas un clou Saint-Denis. et toi, tu es resté aux abricots combien de temps, toi? 9 ans. 9 ans aux abricots. Et puis, après que tu as terminé aux abricots, tu es allé à Port-au-Prince. C'est ça? Tu es allé à Port-au-Prince, à Villa-Marès. Ah oui, un an après. J'étais 3 ans à Villa-Marès. 3 ans à Villa-Marès. Mais c'était une autre vie, ça, là. Oui, c'était une autre vie. C'était du luxe à côté de là-bas, là. Oui. Mais quoi qu'on on était rendu pas trop mal dans notre affaire. Moi, j'avais fini d'apprendre dans la cuisine toutes sortes d'affaires du pays. Oui. Il fallait que je fasse ça en québécois. Parce que juste les affaires bouillies, là, c'est ouvert, c'est bleu, c'est vert. Ah ben là, on va essayer de faire d'autres choses. Je faisais le pain, je faisais toutes les pâtisseries. Une année, il y avait un embargo. On n'avait pas de... La seule chose qu'on avait, un poêle à gaz. Là. Puis cette année-là, avec l'embargo, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Il n'y avait pas de gaz. Alors j'avais un gallon, j'avais une pain chaude de gaz, la petite, là, fin de main. Là, je faisais 1 an avec ça. Puis j'avais le pain à faire, puis le café le matin, parce que le bonheur, on allait à la messe, puis on venait, puis c'était le déjeuner. On avait tout à faire. Il fallait que je compte tout le peu pour quand j'avais besoin d'aller faire quelque chose au fourneau, là. Là, je me dépêchais, là, je préparais de la pâte à pain, des pâtes à biscuits, tout ce qui pouvait aller dans le fourneau pour ne pas dépenser trop d'énergie. Ouais. Pour arriver à me rendre au bout du mois, là. Puis arriver, là. Oui. Ouais, Absolument. Puis j'ai fait la cuisine sur un charbon de bois. 1 an. En travers ça. J'ai été chercher les blocs qu'il y avait dans la remise, en surplus qu'il y avait parce qu'il avait fait quelque chose. Puis c'est avec ça que j'ai fait mon comptoir, puis tout, le ciment, puis
le petit gars, mon petit commissionnaire, faut avoir dans le poêle un poêle Pelly. Ben, un poêle Pelly. Je connaissais pas ça, moi. Alors, dans le peu de temps qu'on était là, on a brûlé une brouette à travailler du ciment. Mais il restait des morceaux. Il dit, où c'est que tu étais mettre ces morceaux-là? Ben, j'ai dit, j'étais dans le trou là-bas. Il est allé chercher, puis un 5 gallons d'huile vide, là. Puis il s'est en allé dans la plaine, puis il m'est revenu avec 2 petits poêles avec ça. Fait pays, là. Ouais. Puis c'est là-dedans que c'est là-dessus que je faisais à manger avec du charbon. Ouais. Pendant 1 an, j'ai fait ça. Ouais. On travaille toutes mes péripéties de sauver de l'huile pour faire le pain, parce que c'était bien important. Parce que les seuls ont dit pain, là, ici, on n'en mangeait pas. Hein. Une surtout, elle me dit, j'ai été visiter malade. Elle dit, je veux pas manger de beurre de pistache qui se fait ici, je veux pas manger des galettes qui se fait ici. Ben, les enfants, ils calaient les pinots, puis ils les lichaient. Ils mettaient ça dans le plat, puis finalement, ils faisaient le beurre d'arachide. Alors, moi, c'était encore plus d'ouvrage, parce que il fallait que je commence par le caler les pinots. Mais ça, c'était pas les pinots qu'on a au Québec, là. Arrêtez ça, là. C'était comme des gros noix épais, là. Puis on se cassait les mains à essayer des creux. Puis il en fallait des pinots pour être capable de faire un petit plat de beurre de pistache, là. Je faisais ça. Ah ouais, à tous les jours, on écrasait j'avais une petite fille que j'ai initiée. À tous les jours, j'en avais des minutes de plus. On allait en écaler quelques-unes. Puis quand on avait nos 3 gros gallons de pistache, là, on pouvait faire du beurre de pistache pour 1 semaine. En travers ça, il fallait commencer pour l'autre semaine. On a fait ça des années. Oui. Faire cuire, vanner, puis passer ça. C'est une travaillante. Et on avait toutes sortes d'affaires. On a toutes sortes d'affaires, c'est ça. Alors, cette mission au Brésil, excusez-moi, aux abricots, elle a fleuri. Et puis, elle a été laissée à d'autres. Il fallait s'arranger avec la cantine. Ouais. Bon, les autres, ils s'en occupaient au début, mais là, t'as trop occupé avec les cloches. Alors, Serenita. Pour mesurer toute la nourriture avant de la faire cuire pour en avoir assez. Okay. J'allais avec un enfant faire ça. Là. Notre temps passe, et puis j'aimerais ça vous entendre parler du moment où l'école, elle était prête à être passée à quelqu'un d'autre. On avait accompli notre mission de préparer des professeurs et de passer cette école à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et je sais, Sœur Anita, que tu as fait de la recherche, toi. Parle-moi de ça un peu. Quand je suis arrivée à la Villa Marais, c'était un milieu où il y avait beaucoup de missionnaires qui voyageaient et puis qui venaient passer du temps, faire des retraites, tout ça. À un moment donné, toi, tu m'avais dit, on pense de faire une mission d'abricot. On ne sait pas qui pourrait venir, c'est de valeur de laisser tomber ça. Puis, toi, elle a dit, tu ne pourras pas regarder des fois parmi tout le monde. Mais moi, j'en avais adopté une communauté que je savais que notre communauté leur aidait un peu financièrement. Alors là, à chaque fois qu'elle venait, la supérieure, je disais, vous pensez à ma demande? Oh, oui, oh, mais bon. Là, elle a changé de supérieure générale. La nouvelle supérieure générale qui est arrivée, c'était une ancienne directrice d'école. Alors, je recommence avec elle. Elle dit, on avait fermé notre dossier, mais elle dit, on va le réouvrir. Mais elle dit, on n'a pas grand monde, vous savez. C'est resté comme ça. Et, à chaque fois qu'elle venait, elle me voyait travailler, tu sais. À un moment donné, je l'approchais, je disais, puis, y a-tu quelque chose? Oh, ben, elle dit, on commence à en discuter, là. Hey, j'ai dit, dépêchez-vous, là. J'ai dit, nous autres, on s'en va à la fin de l'année, là. Oh, non. Puis finalement, d'une affaire à l'autre, à un moment donné, elle me dit, il nous manque des données. Elle dit, on a fait des réunions, puis il nous manque des données. Ben, j'ai dit, pas grave, ça, les données. Si, voulez-vous savoir, vos données, voulez-vous les dire? Ben, elle dit, ça, c'est important. J'ai dit, m'en plaît, maison mère, moi. Il m'a arrangé ça avec le radio émetteur, puis en tout cas, toute une histoire.
je suis venue à bout de t'attraper, toi. Et puis elle était là, en retraite, elle était se reposer en même temps. Puis là, j'ai dit ça. J'ai dit, t'es demandé au téléphone. Elle est sortie de la chapelle. Elle a dit que je sois dans ma chambre ou que je sois à la chapelle, venez me dire si vous avez le téléphone. Puis c'est là, que ça a fait le fini de l'histoire. Mais moi, j'y avais dit. J'ai dit, savez, j'ai dit, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Elle se demandait, tu sais, à chaque rencontre, j'en mettais un peu. J'ai dit, savez-vous la mission des abricots, là? J'ai dit, ça a été demandé, ça. Puis j'ai dit, c'était demandé par Monseigneur Romulus. J'ai dit, c'était accepté par la supérieure générale qu'elle s'appelait Thérèse. Mais j'ai dit, Thérèse avait tellement à cœur de cette mission-là. Puis j'ai dit, moi, je pense que ça me revient. Là, ça lui a comme donné un coup au cœur. Elle a dit, oh oui, oh, je suis certain, moi, là. Mais j'ai dit, je peux vous dire, elle ne vit plus, elle est décédée. J'ai dit, malheureusement, elle est décédée assez jeune. Mais j'ai dit, moi, je suis certaine que de là-haut, là, j'ai dit, elle pense à vous autres. Puis j'ai dit, moi, là, moi, je suis... Oui, mais elle dit, savez, elle a remplacé des blancs. J'ai dit, peut-être qu'on a fait des affaires qu'on n'aurait pas dû faire, mais nous autres, on fait pour le mieux. Mais j'ai dit, vous connaissez votre monde. J'ai dit, vous allez tout de suite être capable d'aller au point que vous allez en sortir, vous allez faire quelque chose de bien. Puis j'ai dit, moi, j'ai confiance 100%. C'est comme ça que c'est arrivé. La mission était ouverte. Ils sont allés aux abricots. Oui. Et puis, Ça, c'était une autre mission que je ne m'attendais pas de faire. Oui, les petites sœurs de Sainte-Thérèse. Oui. Alors, Michel, tu veux nous terminer cette partie avec les petites sœurs de Sainte-Thérèse qui ont accepté l'école et comment on a gardé contact? Ils ont pris l'école en main, je pense que c'était en 2003. Oui. Puis, Oui. sont arrivés avec ce qu'elles étaient, puis elles ont fait ça à leur manière. Hein. Eux autres, là, ils trouvaient que les classes étaient pas assez nombreuses. Ils ont rempli les classes. Hein. Mais, puis pas longtemps après, même, ils ont agrandi. Ils ont été agrandi obligés l'école d'agrandir pour... mais là, ils n'étaient pas capables financièrement de supporter cette école-là. Alors, la communauté, les Sœurs de Saint-Joseph, a décidé de continuer d'aider financièrement cette communauté-là pour qu'ils puissent payer les professeurs, puis faire fonctionner l'école. Puis on continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, là, cette année, c'est un petit peu différent parce que c'était les œuvres des Sœurs de Saint-Joseph qui fournissaient les subventions à chaque année pour l'école, depuis 2003, là, depuis ce temps-là. Puis là, comme c'est maintenant une fondation qui s'occupe, fondation des Sœurs de Saint-Joseph, qui s'occupe d'envoyer de l'argent à l'extérieur. Alors, ça se fait différemment, il faut que ça se fasse par projet. OK. Alors, ils sont obligés de préparer un projet, mettons, pour toute l'année, ça va coûter de temps pour les professeurs, puis ça va servir, il faut qu'ils étoffent un projet pour qu'on continue de les aider, là. Là, je sais pas. Ils sont plus habitués. Oui, c'est ça. Et puis, la directrice... Et on est encore en contact. Et puis l'école allait très bien, elle venait jusque... Oui. Elle était directrice dans son milieu avant d'être là. Alors, c'est notre façon de continuer d'être présent en Haïti en les aidant, puis aussi en gardant contact avec... La première année, quand on est de 90 à 91, là, on a monté l'école, on a fait faire les bureaux, puis on a tout préparé, tout acheté les livres, tout ce qu'il fallait pour l'école. Puis, là, le coup d'État arrive, après une semaine de fonctionnement, c'était bien effrayant. Nous autres, ça nous faisait de quoi, là, de tout laisser tomber ça, puis là, on était redemandé de s'en retourner au Canada, puis... Fait que là, on a dit aux gens, je me rappelle le matin qu'on est parti, là, c'était triste à mort, hein, les gens étaient tous dans la rue, là, partout, puis autour de nous autres, puis ils disaient, allez-vous revenir, puis on disait, oui, moi, j'ai dit, si je reviens, là, puis tout a été pillé, puis tout a été volé, puis massacré, là, pendant que je suis partie, j'aurais pas le courage de recommencer. M'a veillé, ma sœur, m'a veillé.
Les gens, ils ont surveillé. En tout cas, on était partis là. Même On le était curé. partis du mois d'octobre jusqu'au mois de juin, là. On est revenu, il n'y avait pas une épingle de déplacé. Wow! Même le curé avait été mal couché là. Rien, là. Les gens surveillaient l'école pour pas tenaient. qu'il se fasse de grabuge, là. Puis, Oui, ça m'avait assez touché, ça, là. il M'a tenait. veillé. Oui. Il y a une autre chose qu'elle a oubliée, je viens de lui dire. Là. Comme il n'y avait pas cette classe, et puis qu'elle dit on ne peut pas prendre plus que tant d'élèves, on ne peut pas prendre plus que tant de degrés d'éducation. On a parlé avec Monseigneur Romulus, et puis il nous a trouvé un terrain en face de l'école, et puis il a bâti 2 classes là, on a fait bâtir ça. Les 2 classes. Ça, moi, j'étais partie quand ça s'est fait, ça. Hein? Toi, J'étais t'étais plus là. partie? Oui, j'étais partie. Ben, quand moi, ça s'est j'étais là. Et puis, c'était Yolande. fait. Estelle et Yolande. Estelle et Yolande? Oui. Mais c'est Yolande qui avait pris ça en main Oui, pour surveiller les 2 personnes qui travaillaient puis montaient ça. Là. oui. Je vous assure que monter ça, là, il démêlait le ciment. Là. Et puis, il fait le fondement puis tout ça. Là, ça a été quelque chose, ça. Ouais. Puis c'est nous 2, elle qui était là pour nous aider, une ancienne missionnaire d'une autre place où tu étais allée. Et moi-même, on surveillait les affaires parce que des fois, il y a des choses qui disparaissaient. Puis elle était à dire, ouais, s'ils bâtissent ça comme faut, t'as 2 apprentis. Quand qu'on voyait ça commençait à pencher, les murs, là, on a dit là, vous n'avez pas mis votre corde, mais ça va s'en aller à terre. Là. Et puis, à un moment donné, Yolande était malade parce qu'elle avait fait une maladie du pays. Puis là, elle dit, ça peut me reprendre ici. Et un matin, elle n'était pas là. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Elle m'avait montré dans la remise où il était chaud. Alors, il arrive, les autres, puis ils s'assoient, puis ils attendaient après elle. J'ai dit, c'est moi qui ai monté contre-maître aujourd'hui. J'ai dit, emmène dans la remise. J'ai dit, là, vous allez prendre des affaires, là, expliquer des choses. Parce que j'ai dit, je rebord la chose après. Parce qu'on s'était fait voler du ciment. Il avait été caché ça en arrière de la remise. Finalement, il l'a trouvé. Alors, t'as toujours barré, puis à chaque fois qu'il y avait besoin du surplus, il fallait qu'il vienne me demander, puis j'allais débarrer la remise. J'ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui le bosse. Il fallait que je surveille aussi. Il fallait qu'il y ait de l'eau, il fallait qu'il y ait tout ce qu'il fallait pour démêler les affaires. J'ai dit, moi, j'ai appris à faire du ciment. Et puis ça m'a aidé à ça, cette affaire-là, cette maison-là. J'ai appris, elle était partie, je pense. On a eu le tonnerre qui est tombé sur notre maison. Puis, ça a coupé le ciment, là. La largeur de la maison. Et puis, j'ai dit, ça coulait, il fallait arranger ça. Moi, j'avais appris ça. Puis, je savais qu'il y avait des restes de ciment. J'ai rencontré un qui travaillait le ciment. J'ai dit, veux-tu bien me dire? J'ai dit, comment on va finir? Tu viendras-tu nous aider? Il dit, je suis plané par sur la tête. Et il dit, il m'a expliqué ça. Alors, j'ai dit à l'homme de cour, viens. Puis elle m'a engagé un autre aussi, 2. On a piqué toute la largeur. Il voulait l'ouvrir de ça. Il était coupé comme ça, là, avec le coup de tonnerre. Mais nous autres, il voulait l'ouvrir de ça. Et puis, mettre du ciment. Piqué, il n'y avait rien d'autre, là, quasi, là. Ça leur a pris je ne sais pas combien de temps, j'ai une chance qu'il ne pleut pas. Puis il est allé chercher des branches, puis on avait des restes de bois, parce qu'on avait fait des trous pour les fenêtres, il nous restait du bois. Et il a mis ça en dessous, pour pas que le ciment passe en travers. Un fait de ciment, ça nous a pris une semaine. À tous les matins, il ne pouvait pas travailler toute la journée parce que le toit il était tellement chaud qu'il n'était pas capable. À 6 heures à 10 heures. Il préparait ça. On travaillait là. Et puis, j'allais leur porter un déjeuner parce que je ne voulais pas qu'il manque le coup
Puis moi, je voulais bien que ça se fasse. Je vois encore, sur la photo, là, je vois encore des choses que j'avais laissées. Là, ouais. En tout cas, puis moi, après ça, les autres s'en allaient, ils allaient le nez. Et puis moi, il fallait surveiller ça. À chaque qu'on a commencé à faire le ciment, il nous fallait poser comme autour des fenêtres, là, des petites barres de fer. Mais j'ai dit, j'en ai vu, ils en ont fait tellement à côté de ma maison. J'ai vu comment ça se faisait. Alors, je suis allée chercher ça. Puis j'ai dit, on va mesurer ça. Puis je les attachais toutes avec de la chose comment est-ce qu'ils appellent ça, de la broche. Puis là, on a rempli ça de petites roches fines. Puis là, ils ont coulé le ciment, eux autres, là. Puis j'arrosais ça 2 fois par jour, le matin, et puis sur la fin de la journée, pendant 2 semaines. Après 2 semaines, j'ai dit à notre homme de cour, là, j'ai dit, je pense que tu peux enlever les choses qu'on avait mis en dessous. Et puis il l'a enlevé, puis c'était sèche. Ça a été réussi. Puis là, il dit, C'est ça. j'ai hâte qu'il y ait de la pluie. J'ai dit, quoi t'as hâte d'être de la pluie? Parce qu'on avait un gros de pluie, après ça, on était longtemps sans en avoir. Ben, il dit, je vais voir, il dit, si ça va tenir. Il n'y a jamais eu une goutte de pluie qui est tombée sur là. C'était un parfait. Ça a été un parfait succès. Ouais. Bon, ben, J'ai dit, là, j'ai appris à faire du ciment. Après ça, on en faisait avec les enfants. Quand il y avait des petites affaires qui étaient brisées, là, pour tenir les pipes, là, du ciment, là. Il a dit, samedi, là, on va démêler du ciment pour arranger ça. J'ai dit, si mes frères m'envoyaient, ils allaient gentil de moi. Je ne suis même pas capable de planter tout. Puis là, je suis rendu à faire du ciment. je t'ai rendu dans la construction. Oui. Bon, c'est ça. Les bancs que le monsieur faisait, là, Ouais. quand les sœurs me disaient, là, on commençait à faire d'autres bancs pour les plus grands, là. Là, il me faudrait telle hauteur. Moi, j'allais dire ça, monsieur, là. C'est bon. Puis lui, il mesurait avec son doigt, tu sais, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Là, c'était les bancs qui faisaient un peu plus grands pour les plus vieux qui s'en venaient. À chaque année, il venait faire les bancs pour une classe. Ça a monté comme ça. Oui. Puis moi, avec Ça, les c'est enfants, je faisais sabler. Le soir, il était toujours en dedans cours, donnant des papiers du sableur. Puis j'allais me sabler les bancs parce qu'on va les peinturer. On a engagé 2 petits gars, puis c'est eux autres qui ont peinturé les bancs par les samedis. On est obligé de terminer. Parce que le Non, temps- c'est ça. le temps Ça, est c'est plus de la cuisine. Là. Ah, Ça, oui, c'est un c'est travail ça. déjà. Alors, merci beaucoup pour votre participation. C'est très intéressant. Et ça va permettre à tout le monde qui vont visionner de partager vos expériences. Merci beaucoup. Nous poursuivons notre voyage en Haïti avec sœur Marguerite Ossan, qui est née à Sorel plutôt qu'à Saint-Robert, mais elle a grandi à Saint-Robert. Alors, sœur Marguerite, on sait tu es allée au Lesotho longtemps, mais également, tu as eu une mission particulière à Haïti. Alors, si tu veux bien nous parler, toi, de ce que tu as eu de particulier à vivre à Haïti, aux abricots. Bon, merci. Cette belle mission de 1990, comme vous allez l'entendre. Alors, moi, j'ai joint l'équipe en 1997 et les années s'écoulent. Et dès 2099, nous étions à la recherche parce que le personnel, les religieuses étaient moins nombreuses, la santé. Alors, nous avons eu l'occasion et le privilège de 1999 à 2002 d'avoir à l'école primaire, l'école Saint-Joseph, très belle école, d'avoir un couple avec nous du lac du Chicoutimi, Saint-Jean, lac Saint-Jean, et je les nomme Madame Pierre Coulombe, Monsieur Jean Grenot et surtout notre sœur Pauline Robichaud. Très important à mentionner. Donc, nous étions 4 pour les 3 dernières années. Alors, c'était quand même, pour moi, c'était un défi. Il y avait des belles expériences positives
riche et accompagné de défis aussi. Et voilà que nous attendons que quelque chose va se produire, un événement quelconque pour donner suite à notre école. Donc l'année devait, le personnel devait quitter, comme moi et le couple, pour à la fin de 2002. Donc ça devenait vite. Donc des négociations, des rencontres avec les supérieurs du Québec et aussi avec les supérieurs d'Haïti. Une congrégation avait déjà exprimé le désir de venir dans la Grand'Anse. Disons qu'elles étaient déjà dans la Grand'Anse, quelques-unes pour les personnes âgées handicapées. Une mission qui s'appelait Marfray. Alors, pour parler, la supérieure générale du temps, Sœur Léda de Messerou, vient nous visiter, dit pour parler avec les autorités d'ici de Saint-Hyacinthe, et ça semble être positif jusqu'à ce qu'on apprenne au début de l'année 2002 que vraiment l'école serait entre les mains des petites sœurs de Sainte-Thérèse. Alors, donc c'était quand même de quitter, mais je pense qu'on avait fait une belle mission en partant de 1990 à aller jusqu'à 2002 dans cet beau coin de pays exceptionnel que sont les abricots. Alors, sur ce, au mois de mai, nous avons rencontré la population des abricots avec l'équipe, nous étions 4, exprimé notre désarroi de partir, mais qu'il y aurait quelqu'un, on était déjà assuré, le père de l'émission était venu expliquer aussi. Alors, tout s'est fait dans l'harmonie, on pourrait dire. Et mes collègues sont partis un peu plus tôt que moi. Je suis resté, disons, de juin, juillet ou septembre. Et j'ai accueilli quand même en juillet l'équipe, la nouvelle 3 religieuses des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse qui sont venues vivre 2 semaines pour connaître un peu les conditions, les facilités, où c'était toutes les commodités, si on peut dire. Et ça, c'était bien... elle se prêtait bien à ce qu'elle s'apprêtait à vivre. Ça allait bien. Alors ensuite, elles ont quitté et puis elles sont revenues à la mi-août pour vraiment prendre en main l'école, la mission, rencontrer quelques professeurs. Les élèves étaient un petit peu enclins à venir voir qu'est-ce qui se passait, mais elles étaient prêtes, mais elles ont trouvé leur premier voyage de Port-au-Prince, la capitale, jusqu'aux Abricots, très long. Elles disaient, on n'ira pas souvent. Fait que moi, je leur donnais des exemples que quand j'étais au Lesotho, bien, c'est ça. On n'allait pas dans la capitale très souvent, mais elles étaient prêtes à venir prendre et elles ont ouvert. Moi, j'ai quitté Abricots comme tel le 2 septembre. Les classes s'ouvraient le 4 septembre et elles ont vraiment ouvert bien l'école avec des professeurs, des nouveaux professeurs. Dans les 3 personnes qui sont venues, j'attire votre attention, il y avait la directrice de l'école, Sœur Véronique Syriac, qui enseignait à l'école dans le nord, de l'école normale de Papaye. Il y avait aussi Sœur Solange, malheureusement, qui est décédée aujourd'hui. Puis il y avait une novice apostolique. Donc, comme on disait dans notre temps, 3e année, bon, elle était peut-être 21, 22 ans. Et pour elle, c'était comme partir en mission. Elle a dit, j'entends parler, j'ai des exemples. On a des sœurs qui vont en Colombie, nous avons des... Bon, etc. Alors, bon, je l'ai connue, puis c'était vraiment des liens que nous avons créés. Et un détail important pour moi, c'est que l'été dernier, dans sa communauté, les Petites Sœurs de Sainte-Thérèse à Port-au-Prince, où est leur maison générale, la maison mère, à Rivière-Froide, bon, il y avait un nouveau conseil, c'est-à-dire le conseil a été nommé ou renommé, mais elle a été nommée Sœur Marie Moukla Alcidas, a été nommée assistante générale. Alors, dans 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses et j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Montréal dernièrement. Alors, elle se rappelait de souvenirs, des souvenirs de jeunesse, et pour moi, pour plus de vieillesse ou de sagesse. Et puis elle disait, bien, j'aurais pas pensé, mais j'avais aimé les abricots. Elle était seulement 1 an, mais elle est retournée ensuite pour des visites ici et là. Alors, notre petit paradis chéri des abricots, bien commencé avec les Sœurs de Saint-Joseph, que vous allez entendre parler,
C'était vraiment pour moi, une autre expérience de partir du secondaire ou bon, arriver au primaire, mais on peut dire que nos frères et sœurs haïtiens, ils ont du cœur, ils ont du courage, ils ont de la reconnaissance, ils ont de la générosité, ils sont beaux. Tu as quitté Haïti, tu es revenu ici, mais tu as trouvé moyen de garder contact, et plus que contact, parce que tu travailles encore pour Haïti. Si tu veux me parler d'Haïti Partage. J'ai quitté en 2002, et puis dès 2003, une certaine fondation, et les collègues, membres d'un CA sont venus aux Abricots, et puis on savait que peut-être à l'avenir, les sœurs partaient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec quelqu'un, sœur Marguerite, qui aime la mission, qui aime les... Bon. Alors, dès 2003, janvier, j'étais à Montréal avec l'équipe de Haïti Partage. Et ça a été tout de suite, là... bon, des fois, on dit, c'est parce qu'on peut, il n'y en a pas d'autres. Bon, j'ai pris les postes de présidente, et puis ça m'amenait en Haïti, aux Abricots, à Jérémie, pour la Fondation Haïti Partage, pour nos projets que nous avions avec Madame de Verteuil, avec les petites écoles qui regroupaient peut-être dans les Mornes, peut-être 2400 petits-enfants. Ensuite, nous avions l'orphelinat, qui est encore, d'ailleurs, tout existe encore, et l'orphelinat à Jérémie, avec le Centre Perpétuel Secours. Peut-être c'est une école maintenant qui s'est ajoutée à un orphelinat de 35 orphelins. Et nous avions aussi le jardin de Corresphagie, les femmes Courage, Respect, avec des jardins, une centaine de femmes qui étaient dans la coopérative. Et s'ajoutait à ça le groupe les Sommeurs d'Espoir, avec sœur Thérèse Savard et son équipe de jeunes qui avait une multiplicité d'actions. Si on peut dire, ça peut être aussi bien la catéchèse, ça peut être dans les paroisses, ça peut être aussi les dames venir apprendre à coudre. Bon, une belle... comme ça. Alors, chaque année, j'allais au moins une fois, avec des collègues toujours. Mais c'est comme aller vivre avec eux, avec elles, pour les soutenir, leur partager, les apprécier surtout, leur montrer leur valeur. Ils ont de la valeur à nos yeux toujours. Et ensuite, il y a eu le tremblement de terre en 2010, il y a eu des tempêtes tropicales. Et j'en arrive en 2011. Nous étions trois collègues avec Mme de Verteuil. Le gouvernement avait demandé que là où il y a des fondations extérieures, internationales, de vouloir bien essayer d'avoir un conseil d'administration, des statuts généraux, que c'est bien formé. Bon, alors au mois de janvier 2011, je suis partie avec deux de mes collègues, un qui était là à ce moment-là, qui était de la Suisse, mais ça, c'est tous des gens, toutes ces personnes-là, ce sont des bénévoles, c'est bénévolat. Il n'y a pas de salaire, il n'y a rien, c'est bénévolat. Alors, j'étais partie avec mon collègue, M. Lapalme, pour aller rejoindre M. Callot et Mme de Verteuil, Mika, pour essayer de mettre sur pied un comité pour débuter, et aussi peut-être voir aussi aux états financiers, il faut toujours être à la fine pointe, et nommer un directeur général. Et ça, c'était notre priorité de la semaine que nous avons passé aux Abricots. Et nous avons ouvert le poste, c'était nouveau pour la paroisse. On a eu des applications, on a eu des interviews, et on a pu recruter exactement le 16 janvier, on a pu recruter l'inspecteur d'école qu'on connaissait, que Mme Patrick, que Mme de Verteuil connaissait bien, moi aussi, les années que j'avais été. Et puis, il prenait sa retraite au mois de juin. Alors, nous l'avons recruté, nous l'avons engagé, et nous savions qui il était. C'était pas à l'inconnu. Et ça, c'était un dimanche. Et bon, le lundi, nous avons finalisé tout ce qui... et nous partions le soir, le lendemain matin, excuse-moi, pour aller faire des suivis de nos projets à Jérémie. Oui. Et le soir, tout était un petit souper un petit peu festif avec Mika. Nous étions satisfaits, nous étions heureux
l'équipe de dire, nous avons trouvé quelqu'un de crédible. OK? Ça, c'était reconnu. Et puis, bon, le souper, puis on savait, Mme Patrick, Mme Mika savait que nous quittions le lendemain matin. Alors, tout est prêt dans toutes nos chambres, les lavages, pas tout, mais nos valises sont, oui, mais je pouvais dire, pour une fois, mes valises sont bien faites. Parce que quand on voyage comme ça, dans un autre pays, on est toujours ouverte à d'autres congrégations, à d'autres organismes, de nous donner des enveloppes, des petits cadeaux, etc. Alors, le soir, bon, je me suis mise au lit comme d'habitude. Dans ma chambre, il faisait chaud, ma porte était fermée. Et voilà que ce soir-là, vers 10 heures, ça a frappé à ma porte. Et la porte s'est ouverte en craquant, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée avec 5 hommes autour de moi. Oui, 5 hommes. Il y en avait 5. Donc, 3 en avant de moi. Et à ma droite, il y avait un grand avec un genre de couteau. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est simplement l'attente en l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais vivre? Est-ce que mes collègues sont atteints aussi? Moi, je ne le sais pas, sont assez loin de moi. Alors, nous sommes en attente, mais on m'a bâillonné. On m'a bien attaché les bras, tout ça. J'étais dans mon lit. Et les 3 en avant de moi étaient avec des fusils, des revolvers. Et ensuite, il y avait un autre qui faisait le ménage, qui a tout vidé mes valises, tout jeté par terre. Bon. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais mourir? La première, qu'est-ce qui devient? Est-ce que je vais voir ma famille? Est-ce que, pourtant, puis j'aime les Haïtiens, puis qu'est-ce qui se passe? Mais sans savoir trop ce qui se passe à l'extérieur avec mes collègues. Alors, à un moment donné, simplement dit à celui qui était très fidèle à être près de moi, avec un couteau, j'ai dit, j'aime, en créole, je lui ai dit, j'aime les Haïtiens. Alors, il m'a répondu, moi aussi. Bon, vraiment Haïtiens en pile. J'aime les Haïtiens. Bon, j'avais de la misère à parler parce que j'étais vraiment bien attaché, bien bâillonné, tout ça. Bon, là, je voyais arriver un autre avec des valises de d'autres endroits, des dactylos, des portables, des caméras, du linge. Je voyais des cartes de banque, tout ça. Je me disais, bon. Alors, mon collègue en bas, lui aussi a été touché. Alors ensuite, j'ai dit, je suis religieuse. J'ai dit ça au monsieur. J'ai dit, je suis religieuse. Il dit, je le sais. Alors, bon, j'essayais de trouver quelque chose mais ça prenait pas. Ensuite, là, j'ai vu à un moment donné, quand les 4 sont arrivés, ils sont venus pour enlever mon anneau. Et ça a été la partie la plus difficile. Me voir enlever mon anneau, j'étais enflée, j'avais le doigt un peu enflé, alors l'enlever assez rudement pour déchirer un peu le côté. Alors, écoute, c'était un anneau Jésus-Marie-Joseph, mais un anneau de quelle valeur? Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais de la drogue. Alors, ils m'ont pris le matelas, j'avais de la drogue en dessous du matelas. Alors, ils m'ont levé brusquement. Puis il n'y avait rien. Puis dans les armoires, bon, j'ai dit, est-ce qu'ils vont prendre mes médicaments? Est-ce qu'ils vont... il me restait à peu près ça, des médicaments, quelques petites. Puis heureusement, pour moi, qu'à l'extérieur, sur la corde à linge, j'avais assez pour bien me vêtir pour le départ du lendemain. Parce qu'ils sont partis avec tout. Alors, j'avais même des gâteaux aux fruits. J'avais même des petites canettes de sirop d'érable qu'on apporte quand on visite nos amis et tout ça. Alors j'ai dit, je répète, moi j'aime vraiment Haïtiens en pile. J'aime les Haïtiens beaucoup. Alors là, ça comme ça va pas fait, là. Tu sais, c'est pas... bon. J'ai dit, j'ai enseigné ici aux Abricots. Je le sais. Bon, il n'y avait pas de porte de sortie. Alors simplement, l'autre étape, c'était, est-ce que je pourrais vous demander, très poliment, de garder mon passeport? Et là, il y en a un qui a pris un sac, mon sac de voyage, il a trouvé mon passeport, puis il l'a garoché dans
dans la chambre. C'est tout. Bon. Alors, ça a peut-être duré. Là, je voyais, mais je ne savais pas où était Mme Mika, Mme Patrick. Ils ont défoncé le mur entre sa chambre et la mienne parce que le coffre-fort était là. Et il y avait une somme d'argent considérable à cause de revenus qui étaient arrivés des États-Unis pour la vente de nappes, brodées, des chemises. Bon. Alors voilà, là, tu dis, je suis dans mon lit, je me dis, bon, qu'est-ce que Mère Saint-Joseph... Moi, Mère Saint-Joseph, là, était vivante pour moi. Mais je dis, est-ce qu'elle va me laisser la vie? Est-ce que je vais quitter? Ou bien je vais mourir ici? Parce que là encore, le couteau, toujours au moindre. Et vers minuit, donc ça a duré un bon 2 heures. Vers minuit, ils ont pris toutes les valises qu'ils avaient. Parce que mon autre collègue couchait dans une tente, plus loin. Donc, alors disons minuit, d'après mon collègue, peut-être parti vers minuit, minuit quart. Et j'étais encore, ils sont partis, dans ma chambre, il y avait plus rien. Alors le Seigneur nous dépouille à sa façon. Je me disais, mon Dieu, on a eu une belle semaine, mais alors, quand ils sont partis, ils ont tiré la porte. Je me disais, elle va briser parce que ils sont partis les 5 ensemble. Peut-être d'après M. Lapalme, peut-être vers minuit 20, minuit et demi, lui, il est monté. Il lui a dit, Marguerite, est-ce que tu es encore vivante? J'ai dit oui, je suis vivante. Alors, il est allé voir pour monsieur en bas, M. Callot, qui était bâillonné, attaché beaucoup plus sévèrement que moi. Il y avait beaucoup de respiration difficile. Il avait tout vidé, lui aussi, ses passeports, ses cartes, l'argent, tout était parti. Et là, M. Lapalme, Guy a dit, je vais aller voir où est Madame Patrick. Elle était elle était dans la salle où on imprime. Elle était en train de faire des photocopies, mais elle était vraiment sauvagement battue, attaquée. Et Guy a pu la ramener. Elle a pris son souffle. Et quand elle est arrivée à la villa où nous étions, elle a dit, elle voulait savoir si nous étions en vie. Et là, nous nous sommes rencontrés, les 4 qui avaient passé une semaine d'échange, de fraternité et tout ça, ensemble. Et nous nous sommes mis les 4 ensemble. Et puis un a dit, Marguerite, peux-tu prier? Alors, je connaissais un peu les allégeances ou les croyances de l'équipe, mais moi, j'ai dit oui, on connaît très bien notre Père. Alors, nous nous sommes serrés, les larmes, les sanglots, et nous avons récité le Notre Père lentement. Et quand nous disons pardonnez, comme nous avons pardonné, il y en a un qui m'a demandé, est-ce que toi, tu es prête à pardonner? Alors, ça a été, en tout cas, des échanges un peu. Et à la suite de ça, un de nos collègues disait, il faut que j'informe mon épouse à Toronto, parce que mes cartes, mes passeports et tout ça. Alors, Mme Patrick, Mme Mika, elle dit, il n'y a plus de téléphone, on n'a plus rien. On n'a plus de... Alors, mais elle dit, je pense que dans la cuisine, j'ai un petit téléphone, un petit flip-flop, je sais pas s'il y a de la charge dessus. Alors, elle est allée chercher le téléphone, elle l'a trouvé, et il a pu communiquer avec son épouse. Et après ça, nous avons pu appeler un professeur aux abricots, et les polices sont arrivées. Et à ce moment-là, disons, quand les polices, les gens des abricots sont arrivés, peut-être 1h15 de la nuit, bon, ça a été un peu, qu'est-ce que vous voulez faire ça à des gens qui viennent. Alors, quand nous partons en mission, quand nous partons pour une mission humanitaire, quelle qu'elle soit, agriculture, éducation, santé, on ne sait pas. Il faut être prêt à relever des défis. Et ça en était un pour Haïti, pour l'équipe aussi. Mais nous avons accepté cet événement-là dans la confiance, dans le courage. Un peu d'héroïcité aussi, parce que les 4, nous étions unanimes à dire, on a passé un cheveu de mourir. On se disait ça entre nous. Mais la force, l'aide, le soutien, la solidarité fait qu'on a pu
vivre et continuer à vivre. En pensant au peuple haïtien, à sa valeur, à sa richesse, surtout à la population des Abricots qui nous connaissait les quatre, et surtout Mme Patrick. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça Et je continue avec Haïti Partage encore, et puis avec Terre sans frontières. La vie se continue, oui, avec un engagement. Merci, Marie-Claire. Alors, merci de nous avoir partagé que, oui, il arrive que lorsqu'on est en mission quelque part, qu'il peut survenir des événements, et des événements qui peuvent nous marquer pour longtemps, mais vous avez su ensemble traverser cet événement. Alors, merci beaucoup, Sœur Marguerite, pour ce message. Merci beaucoup, Marie-Claire. Comment pardonner? C'est que dans notre vie personnelle, on peut pour en avoir parlé avec l'équipe aussi, mais dans notre vie personnelle, que ce soit avec mes compagnes, nous avons eu à être pardonnés tôt ou tard. C'était pas toujours le même pardon. Et Marie-Claire, si tu me permets, je vais aller au Lesotho pour avoir vécu un événement assez pénible en 1976. Un prêtre oblat qui a été victime de, pas kidnapping, mais de tout ce qu'on peut dire là-bas. Et ses dernières paroles ont été, j'étais présente avant qu'il quitte pour Massirou, la plaine en avion, ces dernières paroles que j'ai recueillies, ça a été « je leur pardonne ». Et ça m'a vraiment marqué pour vivre cet événement. J'ai pensé dans ma chambre, dans mon lit, j'ai pensé à ma famille, je me disais, oh, mes parents, ils étaient bons. Tu sais, on voit les belles choses, mais pardonner, c'est donner quelque chose. Alors, dans mon équipe, est-ce que j'ai un pardon facile? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est un pardon qui se précise avec un peu d'intériorité, le temps, et puis de l'aide aussi. Besoin d'aide, besoin de... Notre foi aussi rentre en jeu, mais pardonner à ces personnes-là, je me disais, je suis blessée, elles m'ont blessée, mais elles sont peut-être davantage blessées que moi. Alors, c'est pas... Le pardon, c'est un art, c'est un cadeau. C'est un cadeau de pardonner avec l'aide, pour moi, l'aide de Dieu. Un pardon gratuit. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mes collègues ont eu... ça s'est fait, ça s'est produit, mais dans des circonstances différentes et des accompagnements différents aussi. Mais quand on aime, ben, ça va. Aimer peut aider à pardonner. Merci. Merci. Merci beaucoup.